là? Ah, c'est vous? Oui, madame. De quoi soupirez-vous? Moi, de rien, vous soupirez, je prends cela pour une parole et je vous réponds de même. Fort bien, mais qu'est-ce qui vous a dit de me suivre? Qui me l'a dit, madame? Vous m'appelez, je viens, vous marchez, je vous suis, j'attends le reste. Je vous ai appelé, moi? Oui, madame. Allez, vous rêvez, retournez-vous-en, j'ai pas besoin de vous. Retournez-vous-en. Les personnes affligées ne doivent point rester seules, madame. Ce sont mes affaires, laissez-moi. Cela ne fait qu'augmenter leur tristesse. Ma tristesse me plaît. Et c'est à ceux qui vous aiment à vous secourir dans cet état-là. Je ne veux pas vous laisser mourir de chagrin. Ah, voyons donc que cela ira. Pardi, il faut bien se servir de sa raison dans la vie et ne pas quereller les gens qui sont attachés à nous. Il est vrai que votre zèle est fort bien entendu. Pour m'empêcher d'être triste, il me met en colère. Eh bien, cela distraite toujours un peu. Il vaut mieux quereller que soupirer. Hé! Laissez-moi. Je dois soupirer toute ma vie. Vous devez, dites-vous. Oh, vous ne payerez jamais cette dette-là. Vous êtes trop jeune. Elle ne saurait être sérieuse. Hé! Ce que je dis là n'est que trop vrai. Il n'y a plus de consolation pour moi. Il n'y en a plus. Après 2 ans de l'amour le plus tendre, épouser ce que l'on aime, ce qu'il y a de plus aimable au monde, l'épouser et le perdre un mois après? Un mois. Eh bien, c'est toujours autant de prix. Je connais une dame qui n'a gardé son mari que 2 jours. C'est cela qui est piquant. J'ai tout perdu, vous dis-je. Tout perdu, vous me faites trembler. Est-ce que tous les hommes sont morts? Et que m'importe qu'il reste des hommes? Ah, madame, que dites-vous là? Que le ciel les conserve. Ne méprisons jamais nos ressources. Mes ressources? À moi qui ne veux plus m'occuper que de ma raison, moi qui ne vis presque plus que par un effort de raison. Comment donc par un effort de raison? Voilà une pensée qui n'est pas de ce monde. Mais vous êtes bien fraîche pour une personne qui se fatigue tant. Je vous prie, Lisette, pour une plaisanterie. Vous me divertissez quelquefois, mais je ne suis pas à présent en situation de vous écouter. Ah ça, madame, sérieusement? Je vous trouve le meilleur visage du monde. Voyez ce que c'est. Quand vous aimiez la vie, peut-être que vous n'étiez pas si belle. La peine de vivre vous donne un air plus vif, plus mutin dans les yeux. Et je vous conseille de toujours batailler contre la vie. Cela vous réussit, on ne peut pas mieux. Que vous êtes folle, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. N'auriez-vous pas dormi en rêvant que vous ne dormiez point? Car vous avez le temps bien reposé. Mais vous êtes un peu trop négligé. Et je suis d'avis de vous arranger un peu la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en veux point. Vous n'en voulez point? Vous refusez le miroir? Un miroir, madame? Savez-vous bien que vous me faites peur? Cela serait sérieux pour le coup. Et nous allons voir cela. Allons, mettez-vous là que je vous ajuste. Tenez, le savon que vous avez pris chez vous ne vous lira point de livre plus consolant que ce que vous allez voir. Ah, tu m'ennuies! Qu'ai-je besoin d'être mieux que je ne suis? Je ne veux voir personne. De grâce, un petit coup d'œil sur la glace. Un seul petit coup d'œil quand vous le donneriez que de côté. Tâtez-en seulement. Si tu voulais bien me laisser en repos. Quoi, votre amour-propre ne dit plus mot et vous n'êtes pas à l'extrémité? Cela n'est pas naturel. Et vous trichez. Faut-il vous parler franchement? Je vous disais que vous étiez plus belle qu'à l'ordinaire. Mais la vérité est que vous êtes très changée. Et je voulais vous attendrir un peu pour un visage que vous abandonniez bien durement. Il est vrai que je suis dans un terrible état. Il n'y a donc qu'à emporter la toilette? Je ne me pique plus, ni d'agrément, ni de beauté. Madame, la toilette s'en va, je vous en avertis. Mais Lisette, je suis donc bien épouvantable? Extrêmement changée. Voyons donc, car il faut bien que je me débarrasse de toi. Ah, je respire, vous voilà sauvée, madame, allons, courage. Donne le miroir. Tu as raison, je suis bien abattue. Ne serait-ce pas un meurtre que de laisser dépérir ce teint-là qui n'est que lisse et que rose quand on en a soin? Rangez-moi ces cheveux qui sont épars et qui vous cachent les yeux. Ah, les fripons, comme ils ont encore l'œil d'assassine. Ils m'auraient déjà brûlé si j'étais de leur compétence. Ils ne demandent qu'à faire du mal. Tu rêves, on ne peut pas avoir plus battu. Oui, battus, ce sont de bons hypocrites. Que l'ennemi vienne, il verra beau jeu. Mais voici, je crois, un domestique de chez Monsieur le Chevalier. C'est ce valet de campagne si naïf qui vous a tant diverti il y a quelques jours. Qui me veut son maître? Je ne vois personne. Il faut bien l'écouter. Madame, pardonnez l'embarras. Adrèche, il t'appartient bien d'embarrasser madame. Il vous appartient bien de m'interrompre, mamie. Est-ce qu'il ne m'est pas libre d'être honnête? Fini, de quoi s'agit-il? Il s'agit, madame, que monsieur le chevalier m'a dit ce que votre femme de chambre m'a fait oublier. Quel original! Cela est vrai, mais quand la colère me prend, ordinairement, la mémoire me quitte. Retourne donc savoir ce que tu me veux.
ce n'est pas la peine, madame. Je m'en ressouviens à cette heure. C'est que nous arrivâmes hier, tous deux à Paris, monsieur le chevalier et moi, et nous en partons demain pour n'y revenir jamais. Ce qui fait que monsieur le chevalier vous mande que vous ayez à trouver bon qu'il ne vous voie point cet après-dîner et qu'il ne vous assure point de ses respects, sinon ce matin, si cela ne vous déplaisait pas, pour vous dire adieu, à cause de l'incommodité de ses embarras. Tout ce galimatial-là signifie que monsieur le chevalier souhaiterait vous voir à présent. Sais-tu ce qu'il a à me dire, car je suis dans l'affliction. Il a à vous dire que vous ayez la bonté de l'entretenir un quart d'heure. Pour ce qui est de l'affliction, madame, ne vous embarrassez pas, il ne nuira pas à la vôtre. Au contraire, car il est encore plus triste que vous et moi aussi. Nous faisons compassion à tout le monde. Mais en effet, je crois qu'il pleure. Oh, vous ne voyez rien. Je pleure bien autrement quand je suis seul, mais je me retiens par honnêteté. Tais-toi! Dis à ton maître qu'il peut venir et que je l'attends. Et vous, Lisette, quand monsieur Hortensius sera revenu, qu'il vienne sur le champ me montrer les livres qu'il a dû m'acheter. Et de quoi pleurez-vous donc, tous les deux, peut-on le savoir? Ma foi, de rien, moi je pleure parce que je le veux bien. Car si je voulais, je serais gaillard. Le plaisant garçon? Oui, mon maître soupire parce qu'il a perdu une maîtresse. Et comme je ne la verrai plus, je l'aime toujours sans en être plus triste. Comment donc tu me lorgnes, je pense? Oui, da, je te lorgne. Tu ne pourras plus te remettre à pleurer? Gageons que si, veux-tu voir? Va-t'en, ton maître t'attendra. Je n'en empêche pas. Je n'ai que faire d'un homme qui part demain. Retire-toi. À propos, tu as raison. Et ce n'est pas la peine d'en dire davantage. Adieu donc, ma fille. Bonjour, l'ami. Ce bouffon-là est amusant. Mais voici Monsieur Hortensius, si chargé de livres qu'une bibliothèque. Que cet homme-là m'ennuie avec sa doctrine ignorante. Quelle fantaisie à madame d'avoir pris ce personnage-là pour la conduire dans ses lectures et amuser sa douleur. Que les femmes du monde ont de travers. Monsieur Hortensius! Je serai ponctuel au bien, mademoiselle Lisette. Et madame la marquise ne pouvait charger de ses ordres personne qui me les rendit plus digne de sa prompte obéissance. Ah, le joli tour de phrase. Mais ce que vous me dites là est merveilleux. Comment donc vous me saluez de la pareille la plus galante qui se puisse et l'on sent bien qu'elle part d'un homme qui sait sa rhétorique? La rhétorique que je sais là-dessus, mademoiselle, ce sont vos beaux yeux qui me l'ont apprise. Mais ce que vous me dites là est merveilleux. Je ne savais pas que mes beaux yeux enseignassent la rhétorique. Ils ont mis mon cœur en état de soutenir thèse. Et, pour essayer de ma science, je vais, si vous l'avez pour agréable, vous donner un petit argument en forme. Un argument à moi? Je ne sais ce que c'est. Je ne veux point tâter de cela. Adieu. Arrêtez! Voyez mon petit syllogisme. Je vous assure qu'il est concluant. Un syllogisme? Et que voulez-vous que je fasse de cela? Écoutez, on doit son cœur à ceux qui vous donnent le leur. Je vous donne le mien, ergo vous me devez le vôtre. Est-ce là tout? Oh, je sais la rhétorique aussi, moi. On le doit son cœur à ceux qui le prennent. Assurément, vous ne prenez pas le mien, ergo, vous ne l'aurez pas. Bonjour. La raison répond. Oh, pour la raison, je ne m'en mêle point. Les filles de mon âge ont point de commerce avec elles. Adieu, monsieur Hortensius. Que le ciel vous bénisse, vous, votre thèse et votre syllogisme. J'avais pourtant fait de petits vers latins sur vos beautés. Et mais monsieur Hortensius, mes beautés n'entendent que le français? On peut vous les traduire. Achevez donc, car j'ai hâte. Je crois les avoir serrés dans un livre. Voilà, madame. Laissons-le chercher son papier. Je vous y donne le nom d'Hélène, de la manière du monde la plus respectable. Et je pris la liberté de m'appeler le Paris de l'aventure. Les voilà, cela est galant. Que voulez-vous dire avec cette aventure? Vous vous appelez Paris. À qui parliez-vous? Madame, Ce papier. Madame, c'est un trait de l'histoire des Grecs dont mademoiselle Lisette me demandait l'explication. Ah, elle est bien curieuse et vous bien complaisant. Où sont les livres que vous m'avez achetés, monsieur? Je les tiens, madame, tous bien conditionnés et d'un prix fort raisonnable. Souhaitez-vous les voir? Montrez. Voici monsieur le chevalier, madame. Faites entrer. Portez-les chez moi, nous les verrons tantôt. Je vous demande pardon, madame, d'une visite sans doute importune, surtout dans la situation où je sais que vous êtes. Ah, votre visite ne m'est pas importune, je la reçois avec plaisir. Puis-je vous rendre quelques services? De quoi s'agit-il? Vous me paraissez bien triste. Vous voyez, madame, un homme au désespoir,
qui va se confiner au fond de sa province pour y finir une vie qui lui est à charge. Que me dites-vous là, vous m'inquiétez? Que vous est-il donc arrivé? Le plus grand de tous les malheurs, le plus sensible, le plus irréparable. J'ai perdu Angélique, et je la perds pour jamais. Comment donc? Est-ce qu'elle est morte? C'est la même chose pour moi. Vous savez où elle s'était retirée depuis 8 mois pour se soustraire au mariage où son père voulait la contraindre. Nous espérions tous deux que sa retraite fléchirait le père. Il a continué à la persécuter. Et las, apparemment, de ces persécutions accoutumées à notre absence, désespérant sans doute de me voir jamais à elle, elle a cédé, renoncé au monde, et s'est liée par des nœuds qu'elle ne peut plus rompre. Il y a 2 mois que la chose est faite. Je la vis la veille, je lui parlais, je me désespérais. Mes prières, ma désolation, mon amour, tout m'a été inutile. J'ai été témoin de mon propre malheur. J'ai depuis toujours demeuré le lieu. Il fallut m'en arracher. Je n'en arrivais qu'avant-hier. Je me meurs. Je voudrais mourir. Et je ne sais pas comment je vis encore. En vérité, il semble dans le monde que les afflictions ne sont faites que pour les honnêtes gens. Je devrais retenir ma douleur, madame. Vous n'êtes que trop affligée, vous-même. Non, chevalier, ne vous gênez point. Votre douleur fait votre éloge. Je la regarde comme une vertu. J'aime avoir un cœur estimable, car cela est si rare. Hélas, il n'y a plus de mœurs, plus de sentiments dans le monde. Moi qui vous parle, on trouve étonnant que je pleure depuis 6 mois. Vous passerez aussi pour un homme extraordinaire. Il n'y aura que moi qui vous plaindrai véritablement, et vous êtes le seul homme qui pourra rendre justice à mes pleurs. Vous me ressemblez, vous êtes né sensible, je le vois bien. Il est vrai que mes chagrins ne m'empêchent pas d'être touché des vôtres. J'en suis persuadée. Mais venons au reste, que me voulez-vous? Je ne verrai plus Angélique. Elle me l'a défendue et je veux lui obéir. Voilà comment pense un honnête homme, par exemple. Voici une lettre que je ne saurais point lui faire tenir et qu'elle ne recevrait point de ma part. Vous allez incessamment à votre campagne, qui est voisine du lieu où elle est. Faites-moi, je vous supplie, le plaisir de la lui donner vous-même. La lire est la seule grâce que je lui demande. Et si à mon tour, madame, je pouvais jamais vous obliger... Et qu'est-ce qui en doute dès que vous êtes capable d'une vraie tendresse? Vous êtes né généreux, cela s'en va sans dire. Je sais maintenant votre caractère comme le mien. Les bons cœurs se ressemblent, chevalier. Mais la lettre n'est point cachetée. Je ne sais ce que je fais dans le trouble où je suis. Puisqu'elle ne l'est point, madame, lisez-la. Vous en jugerez mieux combien je suis à plaindre. Nous causerons plus longtemps ensemble et je sens que votre conversation me soulage. Tenez, sans compliment, depuis 6 mois, j'ai eu de moments supportables que celui-ci. Et la raison de cela, c'est qu'on aime à soupirer avec ceux qui vous entendent. Lisons la lettre. J'avais dessein de vous revoir encore, Angélique, mais j'ai songé que je vous désobligerais et je m'en abstiens. Après tout, qu'aurais-je été chercher, je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai perdu, que je voudrais vous parler pour redoubler la douleur de ma perte, pour m'en pénétrer jusqu'à mourir. Pour m'en pénétrer jusqu'à mourir? Mais cela est étonnant, chevalier, ce que vous dites là, je l'ai pensé mot pour mot dans mon affliction. Peut-on se rencontrer jusque-là? En vérité, vous me donnez bien de l'estime pour vous. Achevons. Mais c'est fait, et je vous écris que pour vous demander pardon de ce qui m'échappa contre vous à notre dernière entrevue. Vous me quittiez pour toujours, Angélique, j'étais au désespoir, et dans ce moment-là, je vous aimais trop pour vous rendre justice. Mes reproches vous coûtèrent des larmes, je ne voulais pas les voir, je voulais que vous fussiez coupable et que vous crussiez l'être, et j'avoue que je foncerai la vertu même. Adieu, Angélique. Ma tendresse ne finira qu'avec ma vie, et je renonce à tout engagement. J'ai voulu que vous fussiez contente de mon cœur afin que l'estime que vous aurez pour lui excuse la tendresse dont vous m'honorâtes. Allez, chevalier, avec cette façon de sentir là, vous n'êtes point à plaindre. Quelle lettre! Autrefois, le marquis m'en écrivait une à peu près de même. Je croyais qu'il n'y avait que lui au monde qui en fût capable. Vous étiez son ami, je ne m'en étonne pas. Vous savez combien son amitié m'était chère. Il ne l'a donnée qu'à ceux qui la mérité. Que cette amitié-là me serait d'un grand secours s'il vivait encore. Sur ce pied-là, nous avons donc perdu tous deux. Je crois que je ne lui survivrai pas longtemps. Non! Chevalier, vivez! Pour me donner la satisfaction de voir son ami le regretter avec moi. À la place de son amitié, je vous donne la mienne. Je vous la demande, de tout mon cœur. Elle sera ma ressource. Je prendrai la liberté de vous écrire,
Vous voudrez bien me répondre et c'est une espérance consolante que j'emporte en partant. En vérité, chevalier, je souhaiterais qu'il vous restassiez. Il n'y a qu'avec vous que ma douleur se verrait libre. Si je restais, je romprais avec tout le monde et ne voudrais voir que vous. Mais effectivement, il me semble qu'il vous sera plus doux d'être moins éloignés d'Angélique. Il est vrai que je pourrais vous en parler quelquefois. Oui, je vous plaindrai du moins et vous me plaindrez aussi. Cela rend la douleur plus supportable. En vérité, je crois que vous avez raison. Nous sommes voisins. Nous demeurons comme la même maison, puisque le même jardin nous y est commun. Nous sommes affligés, nous pensons de même. L'amitié nous sera d'un grand secours. Nous n'avons que cette ressource-là dans les afflictions, vous en conviendrez. Aimez-vous la lecture? Beaucoup. Cela vient encore fort bien, j'ai pris depuis 15 jours un homme à qui j'ai donné le soin de ma bibliothèque. Je n'ai pas la vanité de devenir savante, mais je suis bien aise de m'occuper. Il me lit tous les jours quelque chose, nos lectures sont sérieuses, raisonnables. Il imite un ordre qui m'instruit en m'amusant. Voulez-vous être de la partie? Voilà qui est fini, madame, vous me déterminez. C'est un bonheur pour moi que de vous avoir vu. Je me sens déjà plus tranquille. Allons, je ne partirai point. J'ai des livres aussi, en assez grande quantité. Celui qui a soin des vôtres les mettra tous ensemble. Et je vais appeler mon valet pour changer les ordres que je lui avais donnés. Que je vous ai d'obligation. Peut-être que vous me sauvez la raison. Mon désespoir se calme. Vous avez dans l'esprit une douceur qui m'était nécessaire et qui me gagne. Vous avez renoncé à l'amour, et moi aussi. Et votre amitié me tiendra lieu de tout si vous êtes sensible à la mienne. Sérieusement, je m'y crois presque obligée pour me dédommager de celle du marquis. Allez, chevalier, faites vite vos affaires. Je vais donner de mon côté quelques ordres aussi, nous nous reverrons tantôt. En vérité, ce garçon-là a un fond de probité qui me charme. Monsieur, que vous plaît-il, monsieur? Qu'as-tu donc avec cet air triste? Hélas, monsieur, quand je suis à rien faire, je m'attriste à cause de votre maîtresse, et un peu à cause de la mienne. Je suis fâché de ce que nous partons, et si nous restions, je serais fâché de même. Nous ne partons point. Ainsi, ne fais rien de ce que je t'avais ordonné pour notre départ. Nous ne partons point. Non, j'ai changé d'avis. Mais monsieur, j'ai fait mon paquet. Eh bien, tu n'as qu'à le défaire. Mais monsieur, j'ai dit adieu à tout le monde, je ne pourrai donc plus voir personne. Eh, tais-toi! Rends-moi mes lettres. Ce n'est pas la peine, je les porterai tantôt. Cela n'est plus nécessaire, puisque je reste ici. Je n'y comprends rien. C'est donc autant de perdu que ces lettres-là. Mais monsieur, qui est-ce qui vous empêche de partir? Est-ce madame la marquise? Oui. Et nous ne changeons point de maison. Et pourquoi en changer? Ah, me voilà perdu. Comment donc? Vos maisons se communiquent. De l'une, on entre dans l'autre. Je n'ai plus ma maîtresse. Madame la marquise a une femme de chambre tout agréable. De chez vous, j'irai chez elle et crac. Me voilà infidèle, tout de plein pied. Et cela m'afflige. Ah, pauvre Marton, faudra-t-il que je t'oublie? Tu serais un bien mauvais cœur. Ah, pour cela, oui, cela sera bien vilain, mais cela ne manquera pas d'arriver, car j'y sens déjà du plaisir, et cela même au désespoir, encore si vous aviez la bonté de montrer l'exemple. Tenez, la voilà qui vient, Lisette. J'allais chez vous, chevalier, et j'ai su de Lisette que vous étiez ici. Elle m'a dit votre affliction, et je vous assure que j'y prends beaucoup de part. Il faut tâcher de se dissiper. Cela n'est pas aisé, monsieur le comte. Eh, Tais-toi. que lui est-il donc arrivé à ce pauvre garçon? Il a, dit-il, du chagrin, de ce que je ne pars point comme je l'avais résolu. Et pourtant, je suis bien aise de rester, à cause de Lisette. Cela est galant. Mais monsieur le chevalier, venons à ce qui nous amène, monsieur le comte et moi. J'étais sous le berceau pendant votre conversation avec madame la marquise et j'en ai entendu une partie sans le vouloir. Votre voyage est rompu. Ma maîtresse vous a conseillé de rester. Vous êtes tous deux dans la tristesse et la conformité de vos sentiments fera que vous vous verrez souvent. Je suis attachée à ma maîtresse, plus que je ne saurais vous le dire. Et je suis désolée de voir qu'elle ne veut pas se consoler, qu'elle soupire et pleure toujours. À la fin, elle n'y résistera pas. N'entretenez point sa douleur. Tâchez même de la tirer de sa mélancolie. Voici monsieur le comte qui l'aime. Vous le connaissez, il est de vos amis. Madame la marquise n'a point de répugnance à le voir. Ce sera un mariage qui conviendrait. Je tâche de le faire réussir. Aidez-nous de votre côté, monsieur le chevalier. Rendez ce service à votre amie. Servez ma maîtresse elle-même. Mais Lisette,
Ne me dites-vous pas que Madame la Marquise voit le comte sans répugnance? Sans répugnance, cela veut dire qu'elle me souffre, voilà tout. Et qu'elle reçoit vos visites? Fort bien. S'aperçoit-elle que vous l'aimez? Je crois que oui. De temps en temps, de mon côté, je glisse de petits mots afin qu'elle y prenne garde. Mais vraiment, ces petits mots-là doivent faire un grand effet. Et vous êtes entre de bonnes mains, monsieur le comte. Et que vous dit la marquise? Vous répond-elle d'une façon qui laisse promettre quelque chose? Jusqu'ici, elle me traite avec beaucoup de douceur. Avec douceur! Sérieusement? Il me le paraît. Mais sur ce pied-là, vous n'avez donc pas besoin de moi? C'est conclure d'une manière qui m'étonne. Point du tout. Je dis fort bien. On voit votre amour, on le souffre, on y fait accueil, apparemment on s'y plaît. Et je gâterais peut-être tout si je m'en mêlais. Cela va tout seul. Je vous avoue que voilà un raisonnement auquel je n'entends rien. J'en suis aussi surpris que vous. Ma foi, monsieur le comte, je faisais tout pour le mieux. Et puisque vous le voulez, je parlerai. Il en arrivera ce qu'il pourra. Vous le voulez. Malgré vos bonnes raisons, je suis votre serviteur et votre ami. Non, non, monsieur. Je vous suis bien obligé et vous aurez la bonté de ne rien dire. J'irai mon chemin. Adieu, Lisette. Ne m'oubliez pas, puisque Madame la Marquise a des affaires, je reviendrai une autre fois. Faites entendre raison aux gens, voilà ce qu'il en arrive. Assurément, cela est original. Il me quitte aussi froidement que s'il quittait un rival. Eh bien, tout coup vaille, il ne faut jurer de rien dans la vie. Cela dépend des fantaisies. Fournissez-vous toujours et vive les provisions, n'est-ce pas, Lisette? Oserais-je, monsieur le chevalier, vous parler à cœur ouvert? Parlez. Mademoiselle Angélique est perdue pour vous. Je ne le sais que trop. Madame la marquise est riche, jeune et belle. Cela est effrayant. Après, Eh bien, monsieur le chevalier, tantôt vous l'avez vu soupirer de ses afflictions. N'auriez-vous pas trouvé qu'elle a bonne grâce à soupirer? Je crois que vous m'entendez. Courage, monsieur. expliquez-vous. Qu'est-ce que cela signifie? Que j'ai de l'inclination pour elle? Pourquoi non, je le voudrais de tout mon cœur. Dans l'état où je vois ma maîtresse, que m'importe par qui elle en sorte, pourvu qu'elle épouse un honnête homme. C'est ma foi bien dit. Il faut être honnête homme pour l'épouser. Il n'y a que les malhonnêtes gens qui ne l'épouseront point. Finissons, je vous prie, Lisette. Eh bien, monsieur, que n'allez-vous vous ensevelir dans quelque solitude où l'on ne vous voit point? Je ne vous blâme pas. Vous avez perdu votre maîtresse, vous vous êtes loué aux langueurs, vous avez fait vœu d'en mourir, c'est fort bien fait. Cela édifiera le monde, parlera de vous. Dans l'histoire, vous serez excellent à être cité. Mais vous ne valez rien à être vu. Ayez donc la bonté de nous édifier de plus loin. Lisette, je pardonne aux ailes que vous avez pour votre maîtresse. Mais votre discours ne me plaît point. Il est incivil. J'ai rompu mon voyage. On ne change pas à tout moment de résolution, et je ne partirai point. À l'égard de monsieur le comte, je parlerai en sa faveur à votre maîtresse. Et, s'il est vrai, comme je le préjuge, qu'elle ait du penchant pour lui, ne vous inquiétez de rien. Mes visites ne seront pas fréquentes, et ma tristesse ne gâtera rien ici. N'avez-vous que cela à me dire, monsieur? Que pourrais-je vous dire davantage? Adieu, monsieur. Je suis votre servante. Tout ce que j'entends là me rend la perte d'Angélique encore plus sensible. Ma foi, Angélique me coupe la gorge. Je m'attendais à trouver quelques consolations dans la marquise. Sa généreuse résolution de ne plus aimer me la rendait respectable, et la voilà qui va se remarier. À la bonne heure. Je la distinguais, et ce n'est qu'une femme comme une autre. Mettez-vous à la place d'une veuve qui s'ennuie. Je vais m'enfermer chez moi. Je ne verrai que tantôt la marquise. Je n'ai plus que faire ici si elle se marie, suis-je en état de voir des fêtes. En vérité, la marquise songe-t-elle réellement? Et qu'est devenue la mémoire de son mari? Ah, monsieur, que voulez-vous qu'elle fasse d'une mémoire? Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que je ferai apporter mes livres ici. Et l'honnêteté veut que je tienne parole. Va me chercher celui qui a soin des siens. Ne serait-ce pas lui qui entre? Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur. Je m'appelle Hortensius. Madame la marquise, dont j'ai l'avantage de diriger les lectures, et à qui j'enseigne tour à tour les belles lettres, la morale et la philosophie, sans préjudice des autres sciences que je pourrais lui enseigner encore, m'a fait entendre, monsieur, le désir que vous avez de me montrer vos livres, lesquels témoigneront sans doute l'excellence et sûreté de votre bon goût.
Partons, monsieur, que vous plaît-il qu'il en soit. Lubin va vous mener à ma bibliothèque, monsieur, et vous en ferez apporter les livres ici. Soit fait comme vous le commandez. Eh bien, mon garçon, je vous attends! Un petit moment d'audience, monsieur le docteur Hortus. Hortensius! Hortensius, ne défigurez pas mon nom! Qu'il reste comme il est, je n'ai pas envie de lui gâter la taille. Je le sais, mais que voulez-vous? Il faut gagner la bienveillance de tout le monde. Vous apprenez la morale et la philosophie à la marquise. Oui. À quoi cela sert-il ces choses-là? Ah, purger l'âme de toutes ses passions. Ah, tant mieux. Faites-moi prendre un doigt de cette médecine-là contre ma mélancolie. Est-ce que vous avez du chagrin? Tant que j'en mourrai sans le bon appétit qui me sauve. Vous avez là un puissant antidote. Je vous dirais pourtant, mon ami, que le chagrin est toujours inutile, parce qu'il ne remédie à rien. Et que la raison doit être notre règle dans tous ces états. Ne parlons point de raison, je la sais par cœur celle-là. Purgez-moi plutôt avec de la morale. Je vous en dis de la meilleure. Mais elle ne vaut donc rien pour mon tempérament. Servez-moi de la philosophie. Ce serait à peu près la même chose. Voyons dans les belles lettres. Ne vous conviendrez pas. Mais dites-moi, quel est votre chagrin? C'est l'amour. Oh, la philosophie ne veut pas qu'on prenne d'amour. Oui, mais quand il est pris, que veut-elle qu'on en fasse? Qu'on y renonce, qu'on la laisse là. Qu'on le laisse là? Mais s'il ne s'y tient pas, car il court après vous. Mais il faut fuir de toutes ses forces. Bon, quand on a de l'amour, est-ce qu'on a des jambes? La philosophie en fournit donc. Elle nous donne d'excellents conseils. Oh, des conseils? Oh, triste équipage pour gagner pays. Écoutez, vous voulez un remède infaillible? Vous pleurez une maîtresse. Faites-en une autre. Eh, morbleu, que ne parlez-vous? Voilà qui est bon, cela. Gageons que c'est avec cette morale-là que vous traitez la marquise qui va se marier avec monsieur le comte. Elle va se marier, dites-vous. Assurément. Et si nous avions voulu d'elle, nous l'aurions eu par préférence, car Lisette nous l'a offert. Êtes-vous bien sûr de ce que vous me dites? À telles enseignes que Lisette nous a ensuite proposé de nous retirer, parce que nous sommes tristes, et que vous êtes un peu pédant à ce qu'elle dit, et qu'il faut que la marquise se tienne en joie. Béné, béné. Je te rends grâce aux fortunes de m'avoir instruit de cela. Je me trouve bien ici. Ce mariage m'en chasserait. Mais je vais soulever un orage qu'on ne pourra vaincre. Que m'amottez-vous là dans vos dents, docteur? Rien. Allons toujours chercher les livres, car le temps presse. Ah! Oh! Ah, je n'aurais jamais cru que la science fût si pesante. Bonne bagatelle. J'ai bien plus de livres que tout cela dans ma tête. Vous? Oui, moi-même. Et vous êtes donc le libraire et la boutique tout à la fois? Et qu'est-ce que vous faites de tout cela dans votre tête? J'en nourris mon esprit. Il me semble que cette nourriture-là ne lui profite point. Je l'ai trouvé maigre. Vous y connaissez point. Mais reposez-vous un moment. Vous viendrez me trouver après dans la bibliothèque où je vais faire de la place à ces livres. Allez, allez toujours devant. Ah, pauvre Lubin, j'ai bien du tourment dans le cœur. Je ne sais plus à présent si c'est Marton que j'aime ou si c'est Lisette. Je crois pourtant que c'est Lisette. À moins que ce ne soit Marton ou Lisette. Marton. Lisette. Marton. Bonjour, Mamour. Que fais-tu donc ici? Je me repose sur un paquet de livres que je viens d'apporter pour nourrir l'esprit de madame, car le docteur le dit ainsi. La sotte nourriture. Quand verrai-je finir toutes ces folies-là? Va, apporte ton impertinent ballot. C'est de la morale et de la philosophie. Ils disent que cela purge l'âme. Mais j'en ai pris une petite dose, mais cela ne m'a pas seulement fait éternuer. Je ne sais ce que tu viens de me conter. Laisse-moi en repos, va-t'en. Voudrais-tu en passant prendre la peine de t'asseoir un moment, mademoiselle? J'aurais quelque chose à te communiquer. Eh bien, que me veux-tu, monsieur? Je te dirais, Lisette, que je viens de regarder ce qui se passe dans mon cœur.
Et je te confie que j'en ai vu la figure de Marton qui en délogeait, et la tienne qui demandait à se nicher dedans. Je lui dis que je t'en parlerai. Elle attend. Veux-tu que je la laisse entrer? Non, Lubin, je te conseille de la renvoyer. Car dis-moi, que ferais-tu? À quoi cela aboutirait-il? À quoi nous servirait de nous aimer? Oh, on trouve toujours bien le débit de cela entre personnes. Non, te dis-je, ton maître ne veut point s'attacher à ma maîtresse. Et ma fortune dépend de rester avec elle. Cela est vrai, j'oubliais que j'avais une fortune qui est d'avis que je ne te regarde pas. Mais c'est dommage que tu n'aies pas la satisfaction de m'aimer à ton aise. C'est un hasard qui ne se trouve pas toujours. Serais-tu d'avis que j'en touchasse un petit mot à la marquise? Elle a de l'amour pour le chevalier en a pour elle. Il pourrait fort bien se faire l'amitié de s'épouser par amour. Et notre affaire irait tout de suite. Tais-toi, voici madame. Laisse-moi faire. Lisette, allez dire là-bas qu'on ne laisse entrer personne, je crois que voilà l'heure de notre lecture. Il faudrait avertir le chevalier. Ah, te voilà, Lubin, où est ton maître? Je crois, madame, qu'il est allé soupirer chez lui. Va lui dire que nous l'attendons. Oui, madame. Et j'aurai aussi pour moi une petite bagatelle à vous proposer, dont je prendrai la liberté de vous entretenir en toute humilité comme cela se doit. Eh bien, de quoi s'agit-il? Oh, presque de rien. Nous parlerons de cela tantôt quand j'aurai fait votre commission. Je te rendrai service si je puis. Eh bien, monsieur, vous n'aimez donc pas les livres du chevalier? Non, madame. Le choix ne m'en paraît pas dot. Dans 10 tomes, pas la moindre citation de nos auteurs grecs ou latins, lesquels, quand on compose, doivent fournir tout le suite d'un ouvrage. Ce ne sont là que des livres modernes, remplis de phrases spirituelles. Ce n'est que de l'esprit, toujours de l'esprit. Petitesse qui choque le sens commun. Mais de l'esprit, est-ce que les anciens n'en avaient pas? Bah, madame Distinguo, ils en avaient d'une manière que je trouve admirable. Expliquez-moi cette manière. Je ne sais pas trop bien quelle image employer pour cet effet, car c'est par les images que les anciens peignaient les choses. Mais voilà que parle un auteur dont j'ai retenu les paroles. Représentez-vous, dit-il, une femme coquette. Primo, son habit est un protentaille. Au lieu de grâce, je lui vois des mouches. Au lieu de visage, elle a des mines. Elle ne regarde pas. Elle ne marche pas. Elle gesticule. Elle ne regarde pas. Elle lorgne. Elle ne marche point. Elle voltige. Elle ne plaît point. Elle séduit. Elle n'occupe point. Elle amuse. On la croit belle et moi je la tiens ridicule. Et c'est à cette impertinente femme que ressemble l'esprit d'à présent, dit l'auteur. J'entends bien. L'esprit des anciens, au contraire, continue-t-il. Ah, c'est une beauté si mâle que pour démêler qu'elle est belle, il faut se douter qu'elle l'est. Simple dans ses façons, on ne dirait pas qu'elle ait vu le monde. Mais, ayez seulement le courage de vouloir l'aimer, et vous parviendrez à la trouver charmante. En voilà assez, je vous comprends. Nous sommes plus affectés, les anciens plus grossiers. Tenez seulement garde, madame, jamais Hortensius. Changeons de discours. Que nous lirez-vous aujourd'hui? Je m'étais proposé de vous lire un peu du traité de la patience, chapitre 1er du veuvage. Oh, prenez autre chose. Rien ne me donne moins de patience que les traités qui en parlent. Ce que vous dites est probable. J'aime assez l'éloge de l'amitié. Nous en lirons quelque chose. Je vous supplierai de m'en dispenser, madame. Ce n'est pas la peine, pour le peu de temps que nous avons à rester ensemble, puisque vous vous mariez avec monsieur le comte. Moi? Oui, madame. Au moyen duquel mariage, je deviens à présent un serviteur superflu, semblable à ces troupes que l'on entretient pendant la guerre et que l'on casse à la paix. Je combattais vos passions, vous vous accommodez avec elles, et je me retire avant qu'on me réforme. Vous tenez là de jolis discours avec vos passions. Il est vrai que vous êtes assez propre à leur faire peur, mais je n'ai que faire de vous pour les combattre. Des passions avec qui je m'accommode. En vérité, vous êtes burlesque. Et ce mariage, de qui le tenez-vous donc? De mademoiselle Lisette, qui l'a dit à Lebas, lequel me l'a rapporté contre moi, avec cette apostille qui est que ce mariage m'expulserait d'ici. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le chevalier croira que je suis folle. Et je veux savoir ce qu'il a répondu. Ne me cachez rien, parlez! Je ne sais que très peu là-dessus, madame. Du vague, voilà qui est bien instructif. Voyons donc ce vague. Je pense donc que Lisette me disait à monsieur le chevalier que vous épousiez monsieur le comte. Abrégez les qualités.
qu'afin de savoir si le dit chevalier ne voudrait pas vous rechercher lui-même, et se substituer au lieu et place du dit comte, et même il appert, par le récit du dit Lubin, que la dite Lisette vous a offerte au sieur chevalier. Voilà de ces faits incroyables. C'est promener la main d'une femme et dire aux gens, la voulez-vous? Oh, je m'imagine voir le chevalier reculer de 10 pas à la proposition, n'est-il pas vrai? Je cherche sa réponse littérale. Ne vous brouillez point, vous avez la mémoire fort nette ordinairement. L'histoire rapporte qu'il s'est d'abord écrit dans sa surprise et qu'ensuite il a refusé la chose. Oh, pour l'exclamation, il pouvait la retrancher, ce me semble. Elle me paraît très imprudente et très impolie. S'il pensait autrement, je ne le verrais de ma vie. Mais se récrier devant des domestiques, m'exposer à leur raillerie, ah, c'en est un peu trop. Il n'y a point de situation qui dispense d'être honnête. La remarque critique est judicieuse. Oh, je vous assure que je mettrai ordre à cela. Comment donc? Cela m'attaque directement, cela va presque au mépris. Oh, monsieur le chevalier, aimez votre Angélique tant que vous voudrez, mais que je n'en souffre pas, s'il vous plaît. Je ne veux point me marier, mais je ne veux pas qu'on me refuse. Ce que vous dites est sans faute. Cela va bon train pour moi. Mais madame, que deviendrai-je? Puis-je rester ici? N'ai-je rien à craindre? Allez, monsieur, je vous retiens pour 100 ans. Vous n'avez ici ni comte ni chevalier à craindre. C'est moi qui vous en assure et qui vous protège. Prenez votre livre et lisons, je n'attends personne. Madame, monsieur le chevalier finit en embarras avec un homme. Il dit qu'il va venir, et il dit qu'on l'attende. Va, quand il viendra, nous le prendrons. Si vous le permettez, madame, à présent, j'aurai l'honneur de causer un moment avec vous. Eh bien, que veux-tu? Achève! Mais je n'oserais, vous me paraissez en colère. Moi de la colère, et cet air-là, monsieur? La paix règne sur votre visage. C'est donc que cette paix règne d'un air fâché. Fini. Ce que vous saurez, madame, que Lisette trouve ma personne assez agréable. La sienne me revient assez, et ce serait un marché fait si, par une bonté qui nous rendrait la vie, madame qui est à marier prendrait un peu d'amour pour mon maître, qui a du mérite, et qui, dans cette occasion, se comporterait à l'avenant. Écoutons, voilà ce qui se rapporte assez à ce que vous m'avez dit. On parle aussi de monsieur le comte. Les comtes sont d'honnêtes gens, je les considère beaucoup. Mais moi, si j'étais femme, je ne voudrais que des chevaliers pour mon mari. Vive un cadet dans le ménage! Sa vivacité me divertit, tu as raison, Lubin, mais malheureusement, dit-on, ton maître ne se soucie point de moi. Cela est vrai, il ne vous aime pas. Et je lui en ai fait la réprimande avec Lisette. Mais si vous commenciez, cela le mettrait entre. Eh bien, monsieur, qu'en dites-vous? Sentez-vous là-dedans le personnage que je joue? La sottise du chevalier me donne-t-elle un ridicule assez complet? Vous l'avez prévu avec sagacité. Oh, je ne dispute pas qu'il ait fait une bêtise, assurément. Mais, dans l'occurrence, un honnête homme se reprend. Tais-toi, voilà assez! Hélas, madame, je serais bien fâché de vous déplaire. Je vous demande seulement d'y faire réflexion. Je viens de donner vos ordres, madame. On dira là-bas que vous n'y êtes pas. Et un moment après... Cela suffit, il s'agit d'autre chose. À présent, approche. Et toi, reste ici, je te prie. Qu'est-ce que c'est donc que cette cérémonie? Tu vas entendre parler de ma besogne. Mon mariage avec le comte. Quand le terminerez-vous, Lisette? Tu es à l'étourdie! Écoute. Répondez-moi donc, quand le terminerez-vous? Pourquoi me demandez-vous cela? C'est que j'apprends que vous me marierez avec monsieur le comte, au défaut du chevalier à qui vous m'avez demandé et qui ne veut point de moi, malgré tout ce que vous avez pu lui dire, avec son valet qui vient m'exhorter à avoir de l'amour pour son maître. J'admire le tour que prennent les choses les plus louables quand un bonnet les rapporte. Je crois qu'on parle de moi. Vous admirez le tour que prennent les choses? Ah ça, madame, n'allez-vous pas vous fâcher? N'allez-vous pas croire que j'ai tort? Quoi, vous portez la hardie jusque-là, Lisette? Quoi, prier le chevalier de me faire la grâce de m'aimer? Et tout cela pour pouvoir épouser cet imbécile-là? Attrape toujours. Qu'est-ce que c'est donc que l'amour du comte? Vous êtes donc la confidente des passions qu'on a pour moi et que je ne connais point? Qu'est-ce qui pourrait se l'imaginer? Je suis dans les pleurs et l'on promet mon cœur et ma main à tout le monde, même à ceux qui n'en veulent point. Je suis rejetée, j'ai su des affronts, j'ai des amants qui espèrent, je ne sais rien de tout cela. Qu'une femme est à plaindre dans la situation où je suis. Quelle perte j'ai fait et comment me traite-t-on? Voilà notre ménage renversé. Allez, je vous croyais plus de zèle et plus de respect pour votre maîtresse. Fort bien, madame. Vous me parlez de zèle et je suis payée du mien. Voilà ce que c'est que de s'attacher à ses maîtres. La reconnaissance n'est point faite pour eux.
Si vous réussissez à les servir, ils en profitent. Et quand vous ne réussissez pas, ils vous traitent comme des misérables. Comme des imbéciles. Il est vrai qu'il vaudrait mieux que cela ne fût point advenu. Et monsieur, mon veuvage est éternel. En vérité, il n'y a pas de femme au monde plus éloignée du mariage que moi. Et j'ai perdu le seul homme qui pouvait me plaire. Mais il y a de certaines aventures désagréables pour une femme. Le chevalier m'a refusé, par exemple. Mon amour propre ne lui en veut aucun mal. Il n'y a là-dedans, comme je vous l'ai déjà dit, que le ton, que la manière que je condamne. Car quand il m'aimerait, cela lui serait inutile. Mais enfin, il m'a refusé, cela est constant. Il peut se vanter de cela, il le fera peut-être, qu'en arrive-t-il? Cela jette un air de rebut sur une femme. Les égards et l'attention qu'on a pour elle en diminuent. Cela glace tous les esprits pour elle. Et je ne parle point des cœurs, car j'en ai que faire. Mais on a besoin de considération dans la vie. Elle dépend de l'opinion qu'on prend de vous. C'est l'opinion qui nous donne tout, qui nous ôte tout, au point qu'après tout ce qui m'arrive, si je voulais me remarier, je le suppose, à peine m'estimerait-on quelque chose, il ne serait plus flatteur de m'aimer. Le comte, s'il savait ce qui s'est passé, oui, le comte, je suis persuadée qu'il ne voudrait plus de moi. Je ne serais pas si dégoûté. Et moi, monsieur, et moi, madame, je dis que le chevalier est un hypocrite. Car si son refus est si sérieux, pourquoi n'a-t-il pas voulu servir le comte comme je l'en priais? Pourquoi m'a-t-il refusé durement d'un air inquiet et piqué? Quoi? Qu'est-ce que c'est que d'un air piqué? Que voulez-vous dire? Est-ce qu'il était jaloux? Oh, voici d'une autre espèce. Oui, madame, je l'ai cru jaloux. Voilà ce que c'est, il en avait toute la mine. Monsieur s'informe comment le comte est auprès de vous, comment vous le recevez. On lui dit que vous souffrez ses visites, que vous ne le recevez point mal. Point mal, dit-il avec dépit. Ce n'est donc pas la peine que je m'en mêle. Qui est-ce qui n'aurait pas cru là-dessus qu'il songeait à vous pour lui-même? Voilà ce qui m'avait fait parler, moi. Et que sait-on ce qui se passe dans sa tête? Peut-être qu'il vous aime. Il en est bien capable. Me voilà déroutée, je ne sais plus comment régler ma conduite. Car il y en a une à tenir là-dedans, j'ignore laquelle et cela m'inquiète. Si vous me le permettez, madame, je vous apprendrai d'un petit axiome qui vous sera sur la chose d'une merveilleuse instruction. C'est que le jaloux veut avoir ce qu'il aime. Or, étant manifeste que le chevalier vous refuse. Il me refuse? Vous avez des expressions bien grossières? Votre axiome ne sait ce qu'il dit. Il n'est pas encore sûr qu'il me refuse. Il s'en faut bien. Demandez au comte ce qu'il en pense. Comment? Le comte était présent? Il n'y était plus. Je dis seulement qu'il croit que le chevalier est son rival. Et ce n'est pas assez qu'il le croit, ce n'est pas assez, il faut que cela soit. Il n'y a que cela qui puisse me venger de l'affront presque public que m'a fait sa réponse. Il n'y a que cela. J'ai besoin pour réparation que son discours n'était qu'un dépit amoureux. Dépendre d'un dépit amoureux, cela n'est-il pas comique? Assurément. Ce n'est pas que je me soucie de ce qu'on appelle la gloire d'une femme. Gloire sotte, ridicule, mais reçue, mais établie, qu'il faut soutenir et qui nous part. Les hommes pensent comme cela, il faut penser comme les hommes. Ou ne pas vivre avec eux. Où suis-je donc? Si le chevalier n'est point jaloux, l'est-il, ne l'est-il point? On n'en sait rien, c'est un peut-être. Mais cette gloire en souffre toute sotte qu'elle est. Et me voilà dans la triste nécessité d'être aimée d'un homme qui me déplaît. Le moyen de tenir à cela... Oh, je n'en demeurerai pas là, je n'en demeurerai pas là. Qu'en dites-vous, monsieur? Il faut que la chose s'éclaircisse absolument. Le mépris serait suffisant, madame. Eh, vous ne parlez que de livres, vous ne savez parler que de livres, là. Il y aura du bâton pour moi dans cette affaire-là. Pour moi, madame, je ne sais pas où vous prenez toutes vos alarmes. On dirait que j'ai renversé le monde entier. On n'a jamais aimé une maîtresse autant que je vous aime. Je m'amuse de tout. Et puis il se trouve que j'ai fait tous les morts imaginables. Je ne saurais durer comme cela. J'aime mieux me retirer, du moins je ne verrai point votre tristesse. Et l'envie de vous en tirer les fleurs au point faire l'impertinence. Mais il ne s'agit pas de vos larmes, je suis compromise et vous ne savez pas jusqu'où cela va. Voilà le chevalier qui vient. Restez, j'ai intérêt d'avoir des témoins. Vous m'avez peut-être attendu, madame, et je vous prie de m'excuser, j'étais en affaires. Il n'y a pas grand mal, monsieur Chevalier, c'est une lecture retardée, voilà tout. J'ai cru d'ailleurs que monsieur le comte vous tenait compagnie, et cela me tranquillisait. On m'a Aïe, aïe, je m'enfuis! On m'a dit que vous l'aviez vu, le comte. Oui, madame, C'est un fort honnête homme. sans doute. Et je le crois même d'un esprit très propre à consoler ceux qui ont du chagrin. Il est fort de mes amis. Il est des miens aussi. Je ne savais pas que vous le connaissiez beaucoup. Il vient ici quelquefois et c'est presque le seul des amis feux de monsieur le marquis que je vois encore. Il m'a paru mériter cette distinction-là, qu'en dites-vous? Oui, madame, vous avez raison. Et je pense comme vous, il est digne d'être accepté. Trouvez-vous cet homme jaloux, Lisette?
Monsieur le comte et son mérite m'ennuient. Madame, on a parlé d'une lecture, et si je croyais vous déranger, je me retirerais. Puisque la conversation vous ennuie, nous allons lire. Vous me faites un étrange compliment. Point du tout, et vous allez être content. Retirez-vous, Lisette, vous me déplaisez là. Et vous, monsieur, ne vous écartez pas, on va vous rappeler. Pour vous, chevalier, j'ai encore un mot à vous dire avant notre lecture. Il s'agit d'un petit éclaircissement qui ne vous regarde point, qui ne touche que moi, et je vous demande en grâce de me répondre avec la dernière naïveté sur la question que je vais vous faire. Allons, madame, je vous écoute. Le comte même, je viens de le savoir et je l'ignorais. Vous l'ignorez? Je dis la vérité, ne m'interrompez point. Cette vérité-là est singulière. Je n'y saurais que faire, elle ne laisse pas que d'être. Il est permis aux gens de mauvaise humeur de la trouver comme ils voudront. Je vous demande pardon d'avoir dit ce que j'en pense. Continuons. Vous m'impatientez. Aviez-vous cet esprit-là avec Angélique? Il aurait dû nous aimer guère. Je n'en avais point d'autre, mais il était de son goût. Et il a le malheur de n'être pas du vôtre. Cela fait une grande différence. Vous l'écoutiez donc quand elle vous parlait, écoutez-moi aussi. Lisette vous a prié de me parler pour le comte, vous ne l'avez point voulu. Je n'avais garde. Le comte est un amant. Vous m'aviez dit que vous ne les aimiez point, mais vous êtes la maîtresse. Non, je ne le suis point. Peut-on, à votre avis, répondre à l'amour d'un homme qui ne vous plaît pas? Vous êtes bien particulier. J'apprécie la peine que vous prenez pour me cacher vos sentiments. Vous craignez que je ne les critique après ce que vous m'avez dit, mais non, madame. Ne vous gênez point. Je sais combien il vaut de compter avec le cœur humain, et je ne vois rien là que de fort ordinaire. Non, j'ai né de ma vie tant d'envie de quereller quelqu'un. Adieu. Ah, madame, tout ceci n'est que conversation, et je sais au désespoir de vous chagriner. Achevez, de grâce. Je reviens. Vous êtes l'homme du monde le plus estimable quand vous voulez. Je ne sais pas par quelle fatalité vous sortez aujourd'hui d'un caractère naturellement doux et... Laissez-moi finir. Je ne sais plus où j'en suis. Au comte qui vous déplaît. Eh bien, c'est donc qui me déplaît. Vous n'avez pas voulu me parler pour lui. Lisette s'est même imaginé vous voir un air piqué. Il en pouvait être quelque chose. Passe pour cela, c'est répondre, et je vous reconnais. Sur cet air piqué, elle a pensé que je ne vous déplaisais pas. Cela n'est pas difficile à penser. Pourquoi? On ne plaît pas à tout le monde. Or, comme elle a cru que vous me conveniez, elle vous a proposé ma main, comme si cela dépendait d'elle. Il est vrai que souvent, je lui laisse assez de pouvoir sur moi. Vous vous êtes, dit-elle, révolté avec dédain contre la proposition? Avec dédain? Voilà ce qu'on appelle du fabuleux, de l'impossible. Doucement. Voici ma question. Aviez-vous rejeté l'offre de Lisette comme piqué de l'amour du comte ou comme quelque chose qu'on rebute? Était-ce dépit jaloux? Car enfin, malgré nos conventions, votre cœur aurait pu être tenté du bien. Ou bien était-ce vrai dédain? Commençons par rayer ce dernier de la liste. Il est incroyable. Pour de la jalousie. Parlez hardiment. Que diriez-vous si je m'avisais d'en avoir? Je dirais que vous seriez jaloux. Oui, mais madame, me pardonneriez-vous ce que vous haïssez tant? Vous n'étiez donc point? Je vous entends, je l'avais bien prévu, mon injure est avérée. Que parlez-vous d'injure? Où est-elle? Est-ce que vous êtes fâché contre moi? Contre vous, chevalier? Non, certes, et pourquoi me fâcherais-je? Vous ne m'entendez point? C'est à la pertinente Lisette à qui j'en veux. Je n'ai point de part à l'offre qu'elle vous a faite, il a fallu vous l'avertir, voilà tout. D'ailleurs, ayez de la haine ou de l'indifférence pour moi, que m'importe. J'aime bien mieux cela que de l'amour. Au moins, ne vous y trompez pas. Qui? Moi, madame, m'y tromper? Ce sont ces dispositions-là dans lesquelles je vous ai vu qui m'ont attaché à vous. Vous le savez bien, depuis que j'ai perdu Angélique, j'oublierais presque que l'on peut aimer si vous ne m'en parliez pas. Oh, pour moi, j'en parle sans m'en ressouvenir. Allons, Hortensius, approchez. Prenez votre place. Lisez-moi quelque chose de gai qui m'amuse. Chevalier, vous êtes le maître de rester si ma lecture vous convient. Mais vous êtes bien triste et je veux tâcher de me dissiper. Pour moi, madame, je n'en suis pas encore aux lectures amusantes. Qu'est-ce que c'est que votre livre? Oh, ce ne sont que des réflexions très sérieuses. Eh bien, que me parlez-vous donc? Vous êtes bien taciturne. Pourquoi laisser sortir le chevalier puisque ce que vous allez lire lui convient? Monsieur le chevalier! Monsieur le chevalier! Que me voulez-vous? Madame vous prie de revenir, je ne lirai rien de récréatif. Que voulez-vous dire, madame vous prie? Je ne prie point. Vous avez des réflexions et vous rappelez monsieur, voilà tout. Je m'aperçois, madame, que je faisais une impolitesse de me retirer, et je vais rester, si vous le voulez bien. Comme il vous plaira, soyez bon. La raison est d'un prix à qui tout cède. C'est elle qui fait notre véritable grandeur. On a nécessairement toutes les vertus avec elle, enfin, le plus respectable de tous les hommes,
Ce n'est pas le plus puissant, c'est le plus raisonnable. Ma foi, sur ce pied-là, le plus respectable de tous les hommes a tout l'air de n'être qu'une chimère. Mais du Quand moins, je dis tous les hommes, j'entends tout le monde, bien sûr. mais du moins, y a-t-il des gens qui sont plus raisonnables les uns que les autres? Disons qu'ils ont moins de folie, cela sera plus sûr. Et de grâce, chevalier, laissez-moi un peu de raison, je ne saurais convenir que je suis folle, par exemple. Vous, madame? N'êtes-vous pas accepté? Cela s'en va sans dire et c'est la règle. Je ne suis pas entendue de vous remercier, poursuivons. Puisque la raison est un si grand bien, n'oublions rien pour la conserver, fuyons les passions qui nous la dérobent. L'amour est une de celles... L'amour? L'amour ôte la raison? Mais cela n'est plus vrai. Je n'ai jamais été plus raisonnable depuis que j'en ai pour Angélique. Et j'en ai excessivement. Vous en aurez tant qu'il vous plaira, ce sont vos affaires et on vous en demande pas le compte. Mais l'auteur n'a pas tant de tort. Je connais des gens, moi, que l'amour rend bourru et sauvage, et ces défauts-là n'embellissent personne, je pense. Si monsieur me donnait la licence de parachever, peut-être que... Petit auteur que cela, esprit superficiel. Petit auteur esprit superficiel, un homme qui cite sa lettre pour garant de ce qu'il dit, comme vous le verrez plus bas, folio 24, chapitre 5. Que ce chapitre 1000, Ce- c'est nègre, c'est ce qu'il dit. Cela est impossible. En vérité, cela me divertit plus que ma lecture. Mais monsieur Hortensius, en voilà assez. Votre livre ne plaît point aux chevaliers, n'en lisons plus. Une autre fois, nous serons plus heureux. C'est votre goût, madame, qui doit décider. Mon goût veut bien voir cette complaisance-là pour le vôtre. Ce n'est qu'un petit auteur par Jupiter. Si je le disais, je croirais faire un blasphème littéraire. Adieu, monsieur. Serviteur, serviteur. Me voilà brouillé avec Hortensius, chevalier. De quoi vous avisez-vous aussi de médire de Sénèque? Sénèque et son défenseur ne m'inquiètent pas, pourvu que vous ne preniez pas leur parti, madame. Ah, je demeurais neutre, c'est la querelle continue, car je m'imagine que vous ne voudrez pas la recommencer. Nos occupations vous ennuient, n'est-il pas vrai? Il faut être plus tranquille que je ne suis pour réussir à s'amuser. Vous voulez peut-être être seul? Adieu, je vous laisse. Il n'y a plus de situation qui ne soit à charge. Je voudrais de tout mon cœur pouvoir vous calmer l'esprit. Ah, je m'attendais à un peu plus de repos quand j'ai rompu mon voyage. Je ne ferai plus de projets, je vois bien que je rebute tout le monde. Ce que je veux entendre dire là me touche. Il ne serait pas généreux de le laisser dans cet état-là. Non, chevalier, vous ne me rebutez point. Ne cédez point à votre douleur. Tantôt vous partagiez des chagrins. Vous étiez sensible à la part que je prenais au vôtre. Pourquoi n'êtes-vous pas de même? C'est cela qui me rebuterait, par exemple. Car la véritable amitié veut qu'on fasse quelque chose pour elle, elle veut consoler. Aussi aurait-elle bien du pouvoir sur moi. Si je le trouvais, personne au monde n'y serait plus sensible. J'ai le cœur fait pour elle. Mais où est-elle? Je m'imaginais l'avoir trouvée. Me voilà détrompé, et ce n'est pas sans qu'il en coûte à mon cœur. Peut-on de reproche plus injuste que celui que vous me faites? De quoi vous plaignez-vous, voyons, d'une chose que vous avez rendue nécessaire? Une étourdie vient vous proposer ma main, vous y avez de la répugnance. À la bonne heure, ce n'est pas là ce qui me choque. Un homme qui a aimé Angélique peut trouver les autres femmes bien inférieures. Elle a dû vous rendre les yeux très difficiles. Et d'ailleurs, tout ce qu'on appelle vanité là-dessus, je n'en suis plus. Ah, madame, je regrette, Angélique, mais vous m'en auriez consolé si vous aviez voulu. Je n'en ai point de preuve, car cette répugnance dont je ne me plains pas, fallait-il la marquer ouvertement? Représentez-vous cette action-là de sang-froid. Vous êtes galant homme, jugez-vous, et l'amitié dont vous parlez, car encore une fois, ce n'est pas de l'amour que je veux, vous le savez bien. Mais l'amitié n'a-t-elle pas ses sentiments, ses délicatesses? L'amour est bien tendre, chevalier, et bien croyez qu'elle ménage avec elle encore plus de scrupules que lui les intérêts de ceux qu'elle unit ensemble. Voilà le portrait que je m'en suis toujours fait. Voilà comme je la sens et comme vous auriez dû la sentir. Il me semble que l'on n'en peut rien rabattre et vous ne connaissez pas les devoirs comme moi. Qu'il vienne quelqu'un me proposer votre main, et je vous apprendrai comment on répond là-dessus. Oh, je suis sûr que vous y seriez plus embarrassé que moi, car enfin, vous n'accepteriez pas la proposition. Et nous n'y sommes pas et ce quelqu'un n'est pas venu, et ce n'est que pour vous dire combien je vous ménagerai, cependant vous vous plaignez. Eh, morbleu, madame, vous m'avez parlé de répugnance et je ne saurais vous souffrir cette idée-là. Tenez, je trancherai tout d'un coup là-dessus. Si je n'aimais pas Angélique, qu'il faut bien que j'oublie, vous n'auriez qu'une chose à craindre avec moi, que mon amitié ne devint amour. Et raisonnablement, il n'y aurait que cela à craindre non plus. C'est là toute la répugnance que je me connais. Oh, ça serait trop, chevalier, il ne faut pas. Mais ce serait vous rendre justice. D'ailleurs, d'où peut venir le refus dont vous m'accusez? Car enfin, était-il naturel? Ce que le comte vous aimait, ce que vous le souffriez. J'étais outré de voir un amour venir traverser un attachement qui devait faire toute ma consolation. Mon amitié n'est point compatible avec cela. Ce n'est point une amitié faite comme les autres.
Eh bien, voilà qui change tout. Je ne me plains plus, je suis contente. Ce que vous dites là, je l'éprouve, je le sens. C'est là véritablement l'amitié que je demande. Là voilà, c'est la véritable. Elle est délicate, elle est jalouse, elle a le droit de l'être. Mais que ne me parliez-vous? Que n'êtes-vous venu me dire? Qu'est-ce que c'est que le comte? Que fait-il chez vous? Je vous ai retiré d'inquiétude et tout cela ne serait point arrivé. Vous ne me verrez point faire d'inclination à moi, je n'y songe point avec vous. Vraiment, je vous le défends bien, ce ne sont pas là vos conditions. Je serai jalouse aussi. Moi, jalouse comme nous l'entendons. Vous, madame? Est-ce que je ne l'étais pas de cette façon-là tantôt? Votre réponse à Lisette n'avait-elle pas dû me choquer? Vous m'avez pourtant dit de cruelles choses. Et à qui en dit-on si ce n'est aux gens qu'on aime et qui semblent n'y pas répondre? Vous en croire? Que vous me tranquillisez, ma chère marquise. Écoutez, je n'avais pas moins besoin de cette explication-là que vous. Que vous me donnez de joie. Oh, que vous me donnez de bonheur. On le prendrait pour mon amant de la manière dont il me remercie. Ma foi, je défie un amant de vous aimer plus que je fais. Je n'aurais jamais cru que l'amitié allât si loin. Cela est surprenant. L'amour est moins vif. Et cependant, il n'y a rien de trop. Non, il n'y a rien de trop. Mais il me reste une grâce à vous demander. Gardez-vous Hortensius? Je crois bien qu'il est fâché de me voir ici et je sais lire aussi bien que lui. Eh bien, chevalier, il faut le renvoyer, voilà toute la façon qu'il faut y faire. Et le comte? Qu'en ferons-nous? Il m'inquiète aussi un peu. On le congédiera aussi. Je veux que vous soyez content. Je veux vous mettre en repos, donnez-moi la main. Je serai bien aise de me promener dans le jardin. Allons, marquise. N'est-ce pas une chose étrange qu'un homme comme moi n'ait point de fortune? Posséder le grec et le latin, et ne pas posséder 10 pistoles. Ô divin Homère, ô Virgile, et vous, gentil Anacréon, vos doctes interprètes ont de la peine à vivre. Bientôt je n'aurai plus d'asile. J'ai vu la marquise irritée contre le chevalier, mais incontinent, je l'ai vu avec lui discourir dans le jardin de la manière du monde la plus bénévole. Quel solécisme de conduite! Est-ce que l'amour m'expulserait d'ici? Tiens, Lisette, le voilà bien à propos pour lui faire nos adieux. À qui on veut cet étourdi-là avec son transport de joie? Allons, gai, camarade docteur, comment va la philosophie? Que signifie ce discours? Ma foi, je ne sais pas, si ce n'est pour entrer en conversation. Allons, venons au fait. Encore un petit mot, docteur, n'avez-vous jamais couché dans la rue? Pourquoi vous faites-vous cette question-là? C'est que cette nuit, vous en aurez le plaisir. Le vent de Pise vous en dira 2 mots. Point davantage, monsieur Hortensius. Tenez, monsieur, voilà de l'or que madame m'a chargé de vous donner. Moyennant quoi, comme elle prend congé de vous, vous pouvez prendre congé d'elle. À mon égard, je salue votre érudition, mais je suis votre très humble servante. Et moi, votre serviteur. Quoi? Madame me renvoie. Non pas, monsieur, elle vous prie seulement de vous retirer. Et vous qui êtes honnête, vous ne refuserez rien en prière de madame? Savez-vous la raison de cela, mademoiselle Lisette? Non, mais en gros, je crois que cela pourrait venir de ce que vous l'ennuyez. Et en détail, nous sommes bien aises de nous aimer en paix, en dépit de la philosophie que vous avez dans la tête. Tais-toi. J'entends, c'est que madame la marquise et monsieur le chevalier ont de l'inclination l'un pour l'autre. Je n'en sais rien, ce ne sont pas mes affaires. Eh bien, tout couvaille, quand ce serait de l'inclination, quand ce serait des passions, des soupirs, des flammes et de la noce après. Finis tes sottises. Vous voilà averti, monsieur. Je crois que cela suffit. Adieu, touchez-la et partez ferme. Il n'y aura pas de mal à doubler le pas. Dites à madame la marquise que je me conformerai à ses ordres. Enfin, le voilà congédié. C'est pourtant un amant que je perds. Un amant? Quoi? Ce vieux radote
docteur t'aimait? Sans doute il voulait me faire des arguments. Hmm? Des arguments, te dis-je. Mais je les ai fort bien repoussés avec d'autres. Des arguments? Voudrais-tu m'en pousser un pour voir ce que c'est? Il n'y a rien d'aussi aisé. Tiens, voilà. Tu es un joli garçon, par exemple. Cela est vrai. J'aime tout ce qui est joli, ainsi je t'aime. C'est là que l'on appelle un argument. Pardi, tu n'as que faire du docteur pour cela. Je t'en ferai aussi bien qu'un autre. Gage-moi un petit baiser que je t'en donne une douzaine. Je gagerai quand nous serons mariés, parce que je serais bien aise de perdre. Bon, quand nous serons mariés, j'aurai toujours gagné sans faire de gageure. Paix! J'entends quelqu'un. Je crois que c'est monsieur le comte. Madame la marquise m'a chargé d'un compliment pour lui qui ne le réjouira pas. Bonjour Lisette, je viens de rencontrer un cursus qui m'a dit des choses bien singulières. La marquise le renvoie à ce qu'il a dit, parce qu'elle aime le chevalier et qu'elle l'épouse. Cela est-il vrai? Je vous prie de m'instruire. Mais monsieur le comte, je ne crois pas que cela soit, et je n'y vois point encore d'apparence. Hortensius lui déplaît, elle le congédie, voilà tout ce que j'en puis dire. Et toi, n'en sais-tu pas davantage? Monsieur le comte, je ne sais que mon amour pour Lisette. Voilà toutes mes nouvelles. Madame la marquise est si peu disposée à se marier qu'elle ne veut même pas voir d'amant. Elle m'a dit de vous prier de ne pas vous obstiner à l'aimer. Non, plus qu'à la voir, sans doute. Mais je crois que cela revient au même. Oui, qui dit l'un dit l'autre. Que les femmes sont inconcevables. Le chevalier est ici, apparemment? Je crois que oui. Leurs sentiments d'amitié ne permettent pas qu'ils se séparent. Ah! Avertissez, je vous prie, le chevalier que je voudrais lui dire un mot. J'y vais de ce pas, monsieur le comte. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre? Le chevalier va venir, interroge dans son cœur pour en tirer la vérité. Je vais me servir d'un stratagème qui, tout commun qu'il est, ne laisse pas souvent que de réussir. On m'a dit que vous me demandiez, monsieur. Puis-je vous rendre quelques services? Oui, chevalier, vous pouvez véritablement m'obliger. Pardi, si je le puis, cela vaut fait. Vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas la marquise. Que dites-vous là? Je l'aime de tout mon cœur. J'entends que vous n'avez point d'amour pour elle. Ah, c'est une autre affaire. Je me suis expliqué là-dessus. Je le sais, mais êtes-vous dans les mêmes sentiments? Ne s'agit-il point à présent d'amour, absolument? Mais en vérité, par où jugez-vous qu'il y en ait? Qu'est-ce que cette idée-là? Moi je n'en juge point, je vous le demande. Vous avez pourtant la mine d'un homme qui le croit. Et vous débarrassez-vous de cela et dites-moi oui ou non. Monsieur le comte, un homme d'esprit comme vous ne doit pas faire de chicane sur les mots. Le oui et le non qui ne se sont point présentés à moi ne valent pas mieux que le langage que je vous tiens. C'est la même chose, assurément. Il y a entre la marquise et moi une amitié et des sentiments tout à fait respectables. Êtes-vous content? Cela est-il net? Voilà du français. Pas trop, on ne saurait mieux dire. Et j'ai tort, mais il faut pardonner aux amants qu'ils se méfient de tout. Je sais ce qu'ils sont par mon expérience. Mais revenons à vous et à vos amours. Je m'intéresse beaucoup à ce qui vous regarde. Mais n'allez pas encore empoisonner ce que je vais vous dire. Ouvrez-moi votre cœur. Est-ce que vous voulez continuer d'aimer la marquise? Toujours. Entre nous, il est étonnant que vous ne vous lassiez point de son indifférence. Parbleu, il faut quelques sentiments dans une femme. Ne vous est-elle? On combat sa haine. Ne lui déplaisez-vous pas? On espère. Mais une femme qui ne répond de rien, comment se conduire avec elle? Par où prendre son cœur? Un cœur qui ne se remue ni pour, ni contre, qui n'est ni ami, ni ennemi, qui n'est rien, qui est mort. Le ressuscite-t-on? Je n'en crois rien. Et c'est pourtant ce que vous essayez de faire. Non, non, chevalier. Je vous parle confidemment à mon tour. Je n'en suis pas tout à fait réduit à une entreprise si chimérique, et le cœur de la marquise n'est pas si mort que vous le pensez. M'entendez-vous? Vous êtes distrait. Vous vous trompez, je n'ai jamais eu plus d'attention. Elle savait mon amour, je lui en parlais, elle écoutait. Elle écoutait? Oui, je lui demandais du retour. C'est l'usage. Et à cela, quelle réponse? On me disait de l'attendre. C'est qu'il était tout venu. Il l'aime. Cependant, aujourd'hui, elle ne veut plus me voir. J'attribue cela à ce que j'avais été quelques jours sans paraître avant que vous arrivassiez. La marquise est la femme de France la plus fière. Ah, je la trouve passablement humiliée d'avoir cette fierté-là. Je vous ai prié tantôt de me raccommoder avec elle et je vous en prie encore. Vous vous moquez, cette femme-là vous adore. Je ne dis pas cela. Et moi qui ne m'en soucie guère, je le dis pour vous. Ce qui m'en plaît, c'est que vous le dites sans jalousie. Non, parbleu, si cela vous plaît, vous êtes servi à souhait. Car je vous dirai que je vous en félicite, que j'en suis ravi, et que je vous embrasserai volontiers. Embrassez donc, mon cher. Cela n'est pas la peine.
Il suffit de m'en réjouir, sincèrement, et je vais vous en donner des preuves qui ne seront point équivoques. Je voudrais bien vous en donner de ma reconnaissance, moi. Et si vous étiez d'humeur à accepter celle que j'imagine, ce serait alors que je serais bien sûr de vous, à l'égard de la marquise. Comte, finissons. Vous autres amants, vous n'avez que l'amour et ses intérêts dans la tête. Et toutes ces folies-là n'intéressent point les autres. Parlons d'autre chose. De quoi s'agit-il? Dites-moi, mon cher, auriez-vous renoncé au mariage? Ah, parbleu, c'en est trop. Faut-il que j'y renonce pour vous mettre au repos? Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous demande grâce pour ma postérité. Je n'irai point sur vos brisées, mais qu'on me trouve un parti convenable et demain je me marie. Et qui plus est, c'est que cette marquise qui ne vous sort pas de l'esprit, tenez, je m'engage à me la prier de la fête. Ma foi, chevalier, vous me ravissez! Je sens que j'ai affaire au plus franc de tous les hommes. Vos dispositions me charment. Mon cher ami, continuons. Vous connaissez ma sœur, qu'en pensez-vous d'elle? Ce que j'en pense. Votre question me fait souvenir qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, et qu'il faudrait que vous me présentiez à elle. Vous m'avez dit 100 fois qu'elle était digne d'être aimée du plus honnête homme. On l'estime, vous connaissez son bien, vous lui plairez, j'en suis sûr. Et si vous ne voulez qu'un parti convenable, en voilà un. En voilà un. Oui, vous avez raison. Votre idée est admirable. Elle est amie de la marquise, n'est-ce pas? Je crois que oui. Alors, cela est bon. Et je veux que ce soit moi qui lui annonce la chose. Je crois que c'est elle qui entre. Retirez-vous pour quelques instants dans ce cabinet. Vous allez voir ce qu'un rival de mon espèce est capable de faire, et vous paraîtrez quand je vous appellerai. Partez. Point de remerciement. Un jaloux n'en mérite point. Ah, madame, je suis cet ami qui devait vous tenir lieu de tout. Mais vous m'avez joué, femme que vous êtes. Vous allez voir combien je m'en soucie. Le comte, dit-on, était avec vous, chevalier? Vous avez été bien longtemps ensemble. De quoi donc était-il question? De pures visions de sa part, madame, mais des visions qui m'ont chagriné parce qu'elles vous concernent, et dont la première a été de me demander si je vous aimais. Mais je crois que cela n'est pas douteux. Sans doute, mais prenez garde. Il parlait d'amour, et non pas d'amitié. Ah, il parlait d'amour, il est bien curieux. À votre place, je n'aurais pas seulement voulu distinguer qu'il devine. Non pas, madame, il n'y avait pas moyen de jouer là-dessus, car il vous enveloppait dans ses soupçons, et vous faisait pour moi le cœur plus tendre que je ne mérite. Vous voyez bien, cela était sérieux. Il fallait une réponse décisive. Aussi l'ai-je faite. Il est bien assuré qu'il se trompait, qu'absolument il ne s'agissait point d'amour entre nous, absolument. Mais croyez-vous l'avoir persuadé? Et croyez-vous lui avoir dit cela d'un ton bien vrai, du ton d'un homme qui le sent? Oh, ne craignez rien. Je l'ai dit de l'air dont on dit la vérité. Comment donc, je serais très fâché à cause de vous que le commerce de notre amitié rendit vos sentiments équivoques. Je serais trop fâché que cet attachement vienne gâcher. Texte. Pour vous, est trop délicat. Mon attachement pour vous est trop délicat pour profiter de l'honneur que cela me ferait. Mais j'y ai mis bon ordre, et cela par une chose tout à fait imprévue. Vous connaissez sa sœur. Elle est très aimable, très riche, et de vos amis même. Assez médiocrement. Dans la joie qu'il y a eu de perdre ses soupçons, le comte me l'a proposé. Et comme il y a des instants et des réflexions qui nous déterminent tout d'un coup, ma foi, j'ai pris mon parti. Nous sommes d'accord et je dois l'épouser. Et ce n'est pas là tout. C'est que je me suis encore chargé de parler en sa faveur et je vous en parle du mieux qu'il m'est possible. Je ne crois pas à la proposition fâcheuse et vous n'aurez pas le cœur inexorable. Non, monsieur, je vous avoue que le comte ne m'a jamais déplu. Ne vous a jamais déplu. C'est fort bien fait. Mais pourquoi donc m'avez-vous dit le contraire? C'est que je voulais me le cacher à la moi-même et il l'ignore aussi. Point du tout, madame, car il vous écoute. Lui? J'ai suivi les conseils du chevalier. Madame, permettez que mes transports vous marquent la joie où je suis. Levez-vous, comte, vous pouvez espérer. Que je suis heureux. Et toi, que chevalier, que ne te dois-je pas? Mais madame, achevez de me rendre le plus content de tous les hommes. Chevalier, joignez vos prières aux miennes. Cela n'est pas nécessaire, monsieur. J'avais promis de parler, j'ai tenu parole. Je vous laisse ensemble, je me retire. Je me meurs. J'irai te retrouver chez toi. Madame, il y a longtemps que mon cœur est à vous. Consentez à mon bonheur, que cette aventure si vous détermine. Souvent, il n'en faut pas davantage. J'ai ce soir affaire chez mon notaire. Nous y souperions avec ma sœur qui viendrait vous voir. Le chevalier s'y trouverait. Vous verriez ce qu'il vous plairait de faire. Des articles sont bientôt passés. Il n'engage qu'autant qu'on veut.
Ne me refusez pas, je vous en conjure. Je ne saurais vous répondre, je me sens un peu indisposée. Laissez-moi me reposer, je vous prie. Je vais toujours prendre les mesures qui pourront vous engager à m'assurer vos bontés. Je ne sais où j'en suis. Respirons. D'où vient que je soupire? Les larmes me coulent des yeux, je me sens saisie de la tristesse la plus profonde et je ne sais pourquoi. Qu'ai-je à faire de l'amitié du chevalier? L'ingrat qu'il est, il se marie. L'infidélité d'un amant ne me toucherait point. Celle d'un ami me désespère. Le comte même, j'ai dit qu'il ne me déplaisait pas, mais où ai-je donc été chercher tout cela? Madame, je vous avertis qu'on vient de renvoyer Madame la Comtesse. Mais elle a dit qu'elle repasserait sur le soir. Voulez-vous y être? Non, jamais, Lisette, je ne saurais. Êtes-vous indisposée, madame? Vous avez l'air bien abattue, qu'avez-vous donc? Hélas, Lisette, on me persécute, on veut que je me marie. Vous mariez? À qui donc? Au plus haïssable de tous les hommes. À un homme que le hasard a destiné pour me faire du mal et pour m'arracher malgré moi de discours que j'ai tenus sans savoir ce que je disais. Mais il n'est venu que le comte. Et c'est lui-même. Et vous l'épousez? Je n'en sais rien, je te dis qu'il le prétend. Il le prétend? Mais qu'est-ce que c'est donc que cette aventure-là? Elle ne ressemble à rien. Je ne saurais te la mieux dire. C'est le chevalier, c'est ce misanthrope-là qui est la cause de cela. Il m'a fâché, le comte en a profité, je ne sais comment. Il va souper ce soir ici. Ils ont parlé d'articles, de notaires, je l'ai laissé dire. Le chevalier est sorti, il se marie aussi. Le comte lui donne sa sœur. Quand le chevalier... Car il ne lui manquait qu'une sœur pour achever de me déplaire à cet homme-là. Quand le chevalier l'épouserait, que vous importe? Veux-tu que je sois la belle-sœur d'un homme qui m'est devenu insupportable? Et mort de ma vie, ne la soyez pas, renvoyez le comte. Et sur quel prétexte? Car enfin, quoi qu'il m'en fâche, je n'ai pourtant rien à lui reprocher. Je n'y comprends plus rien, madame, je m'y perds. Ni moi non plus. Je ne saurais me démêler. Je ne sais plus où j'en suis, je me meurs. Qu'est-ce que c'est donc que cet état-là? Mais c'est, je crois, ce maudit chevalier qui est cause de tout cela. Et pour moi, je crois que cet homme-là vous aime. Et non, Lisette, on voit bien que tu te trompes. Voulez-vous m'en croire, madame, ne le revoyez plus? Lisette, laissez-moi. Vous me persécutez aussi. Ne me laissera-t-on jamais un repos? En vérité, la situation où je me trouve est bien triste. Votre situation, je la regarde comme une énigme. Madame, monsieur le chevalier qui est dans un état à faire compassion. Que veux-tu dire? Demande ce qu'il a, Lisette. Hélas, madame, je crois que son bon sens s'en va. Tantôt il marche, tantôt il s'arrête. Il regarde le ciel comme s'il ne l'avait jamais vu. Il dit un mot, il en bredouille un autre, et m'envoie le savoir si vous voulez bien qu'il vous voie. Ne me conseilles-tu pas de le voir, oui, n'est-ce pas? Oui, madame, du ton dont vous me le demandez, je vous le conseille. Il m'avait d'abord fait un billet pour vous, madame, qu'il m'a donné. Voyons donc. Tout à l'heure, madame. Quand j'ai eu ce billet, il a couru après moi. Tiens, va le porter. Je l'ai rapporté. Tiens, va le rapporter. Je l'ai rapporté ensuite. Et puis, il l'a fait tomber. Et je l'ai ramassé sans qu'il l'ait vu, afin de vous l'apporter comme à sa bonne amie, afin de voir ce qu'il a, et s'il y a quelque remède à sa peine. Montre donc. Le voici. Et tenez, voilà l'écrivain qui arrive. Sors, il serait peut-être bien aise de n'avoir point de témoins, d'être seul. Je viens prendre congé de vous et vous dire adieu, madame. Vous, monsieur le chevalier, et où allez-vous donc? Où j'allais quand vous m'avez arrêté? Mon dessein n'était pas de vous arrêter pour si peu de temps. Ni le mien, de vous quitter si tôt, assurément. Pourquoi donc me quittiez-vous? Pour que je vous quitte. Eh, marquise, que vous importe de me perdre dès que vous épousez le comte? Tenez, chevalier, vous verrez qu'il y a encore du malentendu dans cette querelle-là. Ne précipitez rien, je ne veux pas que vous partiez. J'aime mieux avoir tort. Non, madame, c'en est trop. C'en est fini. Il ne m'est plus possible de rester. Mon cœur n'en serait plus content du vôtre. Mais je crois que vous vous trompez. Si vous saviez combien je vous dis vrai, combien nos sentiments sont différents. Pourquoi différent? Il faudrait donner un peu plus d'étendue à ce que vous dites là, chevalier, je ne vous entends pas bien. C'est qu'un seul mot qui m'arrête. Je ne puis le deviner si vous ne me le dites. Tantôt, je m'étais expliqué dans un billet que je vous avais écrit.
À propos de billets, vous me faites trop souvenir que l'on m'en a apporté un quand vous êtes venu. Et de qui est-il? Je vous le dirai. Je devais, madame, regretter Angélique toute ma vie, cependant, le croiriez-vous, je pars aussi pénétrée d'amour pour vous que je ne fus jamais pour elle. Ce que vous lisez là me regarde-t-il, madame? Tenez, chevalier, n'était-ce pas là le mot qui vous arrête? C'est mon billet. Ah, madame, que voulez-vous que je devienne? Je rougis, chevalier, c'est vous répondre. Mon amour pour vous durera autant que ma vie. Je ne la pardonne qu'à cette condition-là. Que vois-je? Monsieur le chevalier, voilà de bons transports. Il est vrai, monsieur le comte, quand vous me disiez que j'aimais madame, vous connaissiez mon cœur mieux que moi. Mais j'étais dans la bonne foi, et je suis sûr de vous paraître excusable. Et vous, madame? Je ne croyais pas l'amitié si dangereuse. Oh, ciel! Madame, il y a là-bas un notaire que monsieur le comte a amené. Le retiendrons-nous, madame? En fait, je ne me mêle plus de rien. Ah, je commence à comprendre. Le comte s'en va, le notaire reste, et vous vous mariez. Et nous aussi. Et il faudra que votre contrat fasse la fondation d'une autre. N'est-ce pas, Lisette? Allons de la joie.